Bonjour et bienvenue au Cultural et à cette deuxième table ronde de la journée qui est consacrée à l'agriculture de conservation des sols. J'accueille tout de suite mes intervenants autour de la table que je vais vous présenter, qui ont la gentillesse de venir nous éclairer et témoigner de leurs expériences respectives en matière d'agriculture de conservation des sols. À ma gauche, Mathieu Marguerie, ingénieur régional Arvalis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ça? C'est ça. Bienvenue, merci. À ma droite, Diane Mazur, ingénieure agronome à la base et depuis agricultrice depuis 2013, c'est ça? C'est tout à fait ça. Où ça? Je suis dans le sud de l'Aube, en Champagne, mais j'ai pas de Champagne. À Polizy, hein, c'est ça exactement, pour être très précis. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Un autre agriculteur, Anthony Quillet. C'est ça. Donc vous êtes agriculteur à Montlouis-sur-Loire, hein, en André-Loire, juste à côté de Tours, c'est ça? Oui, tout à fait. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Et pour terminer, Thierry Guin, bonjour, coordinateur technique national de l'APAD, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable. Voilà, tout à fait. Et moi, Bienvenue. j'arrive de Vendée. De Vendée, voilà, comme ça on a fait le tour du nord de la France. Mais peut-être avant toute chose, ça serait bien de rappeler qu'est-ce que c'est que finalement l'agriculture de conservation des sols, Mathieu Marguerie. Alors l'agriculture de conservation des sols, c'est un système de production qui est basé sur 3 piliers. La couverture permanente des sols, que ce soit par bien sûr des cultures de vente, des couverts végétaux, des cultures intermédiaires entre 2 cultures de vente, et puis des mulches, des résidus de culture. La non-perturbation mécanique du sol. La seule perturbation mécanique du sol qu'on va avoir, c'est la dent ou le disque du semoir qui va être positionné, mais il n'y a plus de travail du sol dans ce système-là. Et puis la rotation des cultures, la diversification des cultures, qui est un levier très important pour régler un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer en agriculture de conservation des sols. Mais c'est bien une démarche système qui est basée sur l'ensemble de ces 3 piliers. Il ne s'agit pas de parler que de non-labour, alors, c'est ça? Non, tout à fait. Il y a des agriculteurs qui sont en non-labour, mais qui ne sont pas en agriculture de conservation des sols. C'est bien ce qui fait la réussite et la définition même du système, c'est bien la cohérence et la mise en coordination de ces 3 piliers dans les exploitations agricoles. Thierry Guin, un petit complément sur cette définition qui est déjà très précise. Alors, je rajouterais peut-être juste 2 petites choses. La première, on en parlait avec Diane, c'est qu'on pourra rajouter un 4e pilier qui est l'observation, c'est-à-dire avoir des agriculteurs capables d'observer leur sol et de l'évolution. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que quand on parle de semi-direct, c'est-à-dire aucun travail du sol, on peut avoir tendance à dire que les agriculteurs en ACS sont un peu des extrémistes et qu'on pourrait se permettre un petit gratouillage. Et en fait, on voit, dès qu'on gratouille un petit peu le sol, même à une profondeur relativement faible, à 3-4 cm, et bien que tout de suite, il y a un impact, non seulement sur l'érosion des sols, mais les échanges gazeux, etc., avec les micro-organismes du sol. Donc, c'est bien, si l'ACS fonctionne, c'est bien avec vraiment du semi-direct. Voilà. Merci pour cette définition qui va lancer notre débat. Alors ici, on a 2 agriculteurs qui ont connu ce système d'agriculture de conservation des sols depuis toujours sur l'exploitation au final. Anthony Quillet, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce système de production sur votre exploitation de Montlouis-sur-Loire. Alors tout d'abord, moi je suis installé en 1998 et l'exploitation était déjà en agriculture de conservation des sols, car mon papa a démarré fin des années 80-90 en semi-direct et en agriculture de conservation des sols en 95. Voilà. Donc on ne produit que des céréales, malgré que je suis dans une zone viticole. Un peu de toutes céréales, il y a des cultures de printemps et des cultures d'hiver. Et puis sur une surface de 700 hectares. Et alors, Voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre père à passer ce cap d'abord du non-labour, puis de l'agriculture de conservation des sols? Alors l'exploitation, elle est divisée en deux grands types de sols. Il y a un premier qui se trouve dans une vallée, et cette vallée, elle est inondable, et il y avait beaucoup d'érosion. Donc c'est ça ce qu'il a décidé d'arrêter de travailler du sol, parce qu'il observait que dans les prairies, le sol il partait pas, et que dans nos champs, le sol partait. L'autre partie de l'exploitation, c'est une zone très sableuse, sur silex, donc très usante et très séchante.
Donc c'était plutôt sur un côté économique, le début du SD, du semi-direct, pardon, que d'un point de vue agro-environnemental, où on ne pensait pas du tout à ça à l'époque. Et c'était surtout sur une consommation de carburant due au faible rendement et à l'usure du matériel. Réduction des charges, préservation du Tout à capital de production. Diane Mazur, vous avez eu la même démarche, la même réflexion? Alors moi, en effet, j'ai repris la ferme donc il n'y a que 10 ans. Et de ma formation agronomique, pour moi, l'agriculture de conservation des sols était une évidence agronomique. Et donc je savais qu'en reprenant la ferme, qui n'était pas en agriculture de conservation des sols, on irait vers ce système-là, ce qui n'est pas évident, puisqu'on n'était pas dans une région où il y a la PAD. Donc on n'avait pas de mentor, on en a trouvé un finalement, mais on a besoin d'être soutenu. Et en fait, pourquoi l'agriculture de conservation des sols et pourquoi cette confiance au sol? Moi, dans ma formation, j'avais bien aimé le sol. Et mes premières expériences en tant qu'agronome avaient été au hasard, au Brésil, sur un problème de pathologie des sols. Et le seul moyen, c'était de stimuler le sol. C'est-à-dire que si vous nourrissez la vie du sol, vous savez que dans le sol, dans une petite cuillère, il y a plus d'individus que d'individus sur la Terre. Si vous nourrissez les sols, vous trouverez toujours une solution. Et c'est donc bien cette notion de respecter le sol, de faire confiance au sol, de faire confiance à la vie du sol, et donc de la stimuler pour pouvoir avoir un système qui va être finalement un écosystème à lui tout seul. S'il vous plaît, Thierry Guin, est-ce que ces trois leviers-là qu'on a entendus, ces trois démarches intellectuelles, réduction des charges, préservation du potentiel et un regard sur l'environnement direct de la plante et la manière de la préserver, ce sont les leviers qui stimulent les personnes qui se sont converties à cette agriculture de conservation des sols? En fait, la motivation, elle appartient à chacun et elle peut être très très diverse. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre, peut-être un petit peu aujourd'hui, mais dans l'histoire, dans les pionniers. Moi, je me rappelle d'un agriculteur en fait, qui était pêcheur et il ne trouvait plus de vers de terre dans ses champs. Et sa motivation, ça a été de retrouver des vers de terre dans ses champs. Un autre, c'était qu'il en avait marre d'enlever les pierres, les pierres qui remontaient toujours avec le travail du sol, et qui, à un moment donné, en a eu marre et a arrêté de travailler les sols pour éviter de remonter les pierres. Donc, je crois que chacun a ses motivations, mais un changement de système, on ne peut pas l'imposer à un agriculteur, c'est-à-dire qu'il doit avoir, lui, quelque chose qui le motive suffisamment pour prendre un peu plus de risques que ce qu'il faisait avant. Alors, les questions du public, Nathalie. Alors, en fait, on a une remarque et une question. Alors, la remarque, c'est le fait que la FAO parle de minimum tillage pour parler d'agriculture de conservation. Alors, c'est un peu en contradiction avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne travaille pas du tout le sol. Et puis la question, est-ce que dans la définition, la réduction des interventions phytosanitaires en dehors du désherbage ou de l'application d'engrais minéraux n'est-il pas un autre pilier de l'agriculture de conservation ? On anticipe un petit peu la suite, mais c'est intéressant. Thierry Guin, peut-être en premier sur la FAO. Disons que la FAO, c'est une structure internationale de gens qui ne sont pas forcément agriculteurs. Donc, et des fois, quand on donne une définition, on voudrait qu'il y ait le maximum d'agriculteurs qui rentrent dedans pour que ça donne un petit peu de poids. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment, même si on fait un petit minimum tillage, c'est-à-dire on fait un minimum de travail du sol, mais tout de suite ça a un impact sur l'érosion, sur la vie des sols, sur le stockage de carbone. Donc on n'arrive pas, je vous parlais des pierres à l'instant, eh bien les pierres vont remonter si vous faites un minimum de travail du sol. Donc, on reste sur cette, au moins à la PAD, nous restons sur cette définition assez stricte du non-travail du sol. Alors pour répondre à la deuxième question, je propose à nos deux agriculteurs témoins de témoigner de ce qu'ils ont vécu sur leur exploitation. Est-ce que l'agriculture de conservation des sols a des bénéfices sur l'usage des produits phytosanitaires? Diane, peut-être, Diane Mazur? Alors, sur mon exploitation, alors j'ai eu pendant un certain nombre d'années un quart de mon exploitation qui était en bio, et mon objectif était vraiment de tester les techniques du bio. Donc ça m'a permis d'avoir un zéro phyto sur une partie de mon exploitation et en revanche sur l'agriculture de conservation des sols avec certains phytos. Donc bien sûr, tout agriculteur, son objectif n'est pas de dépenser. Et c'est vrai que, alors moi j'ai également un suivi de tous mes IFT liés à une MAEC et en phyto non herbicide, je suis à
quasiment nul, certaines années nul, mais je ne vais pas non plus m'interdire. Quand vous avez une petite luzerne qui est en train de lever et qu'elle se fait dévorer par les cytones, vous avez deux choix. Soit vous ressemez, surtout si c'est une luzerne porte-graines, ça coûte très cher, soit vous lui mettez un traitement et à ce moment-là, eh bien, elle va pouvoir lever. Il n'y a aucun impact sur les abeilles, puisque ma pauvre petite luzerne, elle n'a pas du tout de fleurs à ce moment-là, elle attire personne, sauf les cytones. Donc bien sûr qu'on est... Alors cette année, je ne vais pas faire d'intervention en insecticide, aucune, et non plus en fongicide. J'en suis à 0, mais c'est parce que cette année a été favorable là-dessus. J'utiliserai de l'insecticide essentiellement pour la production de graines, puisque si ensuite on vend des graines avec des petits trous dedans, généralement les agriculteurs ne sont pas très contents. Et puis fongicide s'il y en a besoin. Donc on est extrêmement, ce que disait tout à l'heure Thierry, c'est la notion d'observation, on est extrêmement sensible, aussi bien aux périodes d'intervention, c'est-à-dire optimiser si par hasard on pose un produit, et puis pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Anthony Quillet, chez vous? Donc oui, le poste fongicide et insecticide, c'est les deux postes qu'on diminué. Herbicide, je ne pense pas. Je n'ai pas de comparaison réellement par rapport avec mes voisins, mais je ne pense pas. Par rapport à mes IFT, je suis comme les autres. Par contre, en termes de gestion sur l'azote, oui, aujourd'hui, à partir d'un certain nombre d'années où le taux de matière organique a fortement évolué et qu'on a une bonne activité biologique, on a aujourd'hui les résultats. On a des sols beaucoup plus fertiles, donc on a une diminution du poste azote. Donc tout ceci peut être un vecteur, une stimulation pour la conservation. Mathieu Marguerie, est-ce que vous avez un regard plus national sur les bénéfices constatés dans les exploitations qui ont choisi ce mode de production? Alors oui, c'est des choses qu'on observe à la fois à travers des réseaux d'agriculteurs ou dans ce qu'on appelle des essais systèmes, c'est-à-dire des essais qui sont engagés dans le système de l'agriculture de conservation des sols au long cours. On peut le regarder aussi dans des essais, des approches plus analytiques en micro-parcelles, mais on a vraiment besoin de se projeter, de travailler avec les agriculteurs pour acquérir les références, parce qu'ils ont une grande diversité de pratiquer l'agriculture de conservation des sols. Ils ont des historiques, donc ça nous permet de regarder des systèmes qui sont un peu plus en routine et qui ont passé la phase de la transition sur laquelle on reviendra après. Et donc ce qu'on constate dans ces réseaux d'agriculteurs, c'est en termes de bénéfices, c'est une amélioration générale de la fertilité des sols, ou je devrais plutôt dire des fertilités des sols, notamment de la fertilité physique. On parlait d'érosion tout à l'heure. On peut très bien mesurer aujourd'hui la sensibilité à l'érosion à travers des tests de stabilité structurale des sols, où on voit des différences assez importantes entre des performances intéressantes de l'agriculture de conservation des sols à ce sujet. On mesure aussi de l'augmentation de la vitesse d'infiltration de l'eau, ce qui peut être évidemment intéressant vis-à-vis des aléas climatiques. Moi, je suis du sud-est et on est dans une région où on a des fois énormément de pluie en très peu de temps. Donc là, quelques épisodes ces dernières semaines. Là, ouais, voilà, exactement. On est à 200 mm en un mois. Donc quand on a des systèmes où on a une infiltration de l'eau améliorée, ça va être très intéressant. Sur des mesures qu'on a fait plutôt dans le sud-est de la France, on est entre un facteur 1,5 et 2 d'amélioration de la vitesse d'infiltration de l'eau quand on prend bien sûr des parcelles à pédoclimat comparable, c'est-à-dire des parcelles voisines dans lesquelles il y a d'un côté un système en agriculture de conservation des sols qui est mis en place et de l'autre côté un système classique. Une augmentation de la matière organique, Anthony en a parlé, globalement, pour donner des ordres de grandeur, on est sur les essais plutôt sud-est qu'on a, une augmentation en 5 ans de 0,4-0,5 points de matière organique, dans un système sans apport de matière organique exogène. Et puis après, évidemment, une augmentation de la matière organique, c'est aussi potentiellement plus d'azote qui minéralise. 0,5 points, c'est entre 30 et 50 kg d'azote par hectare et par an qui vont potentiellement minéraliser. Alors tout ça, vous nous dressez un portrait formidable, ça a l'air formidable et tout le monde devrait s'y lancer, et pourtant ce n'est pas le cas. Ça reste une agriculture qui est peu présente par rapport à l'agriculture conventionnelle. Est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner, peut-être Thierry Guin, sur cette question? Alors,
Il n'y a pas de mesure exacte parce que l'agriculture de conservation des sols n'est pas définie au niveau français. Il n'y a pas une reconnaissance officielle, donc c'est plus à dire d'experts. Donc on considère qu'il y a à peu près 3% des agriculteurs en France qui sont en agriculture de conservation des sols et ça représenterait à peu près 800 000 hectares. Alors, qu'est-ce qui peut freiner au développement de cette agriculture de conservation, ou qu'est-ce qui peut empêcher de concrétiser des envies de se convertir? Qu'est-ce qui peut bloquer? Mathieu Marguerie, est-ce que vous avez un regard sur les principales difficultés techniques auxquelles on peut être confronté et qui peuvent être un facteur bloquant? Alors les difficultés ne sont pas que techniques, mais si on se concentre pour répondre à la question sur les difficultés techniques, évidemment, supprimer le travail du sol, c'est pas rien parce que ça va entraîner une modification complète de l'environnement de production des cultures. On s'enlève quand même un levier de gestion des adventices, donc il va falloir recomplexifier le système, d'où les 3 piliers et la diversification des cultures qui va être utilisée pour la gestion des adventices. Donc une des difficultés techniques importantes, ça va être la gestion des adventices qui va être assez différente. On va la gérer beaucoup avec la rotation, notamment la problématique des graminées annuelles, raies gras, vulpins, qui sont importantes et qui peuvent être des points de vigilance en agriculture de conservation des sols. On a aussi, généralement, une amélioration de la biodiversité dans ces systèmes-là, mais de la biodiversité qui peut être positive ou négative sur les cultures. Donc ça, on pourra en reparler. Et puis après, c'est bien sûr, il y a des cultures sur lesquelles ça va être plus délicat. Je pense aux cultures plus industrielles où on a une nécessité de travailler le sol pour la récolte ou pour le semis de ces cultures. Donc c'est vraiment des difficultés, des points de difficulté, notamment sur la transition, parce que tous les services dont on a parlé tout à l'heure, c'est une fois que le système fonctionne, donc il y a pas mal de questions à poser pour la reconception globale du système, pour réussir cette transition et arriver à ces résultats-là qui ne sont pas immédiats. Diane Mazur, un petit retour d'expérience sur cette phase de conversion, de transition, même si vous l'avez vécu, vous n'avez pas vécu l'avant et l'après, mais vous avez travaillé sur un sol qui vivait une agriculture conventionnelle avant? Alors, sur vraiment la partie transition, alors moi je ne vais pas parler que du technique. La première difficulté, c'est le regard des autres. J'ai repris une exploitation, je suis une femme, j'ai repris l'exploitation de ma belle famille. Le regard de mon beau-père a été difficile. Et donc le regard des autres, en fait, on n'a pas forcément faire différemment, surtout quand on est un agriculteur, on est fixé sur un endroit, les gens passent tous les jours devant vos champs et les observent. Et c'est pas facile de s'affirmer et d'assumer le regard des autres. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première difficulté en agriculture de conservation des sols. Ensuite, dans la partie transition, et c'est généralement ce qui est noté, eh bien, il faut que tout le système, tout à l'heure je parlais vraiment d'un écosystème, il faut que l'écosystème se mette en place. Et par exemple, on m'avait raconté que si j'arrêtais de travailler le sol, j'aurais plus de problématique limaces parce que les carabes allaient manger, comme il y aurait plein de limaces, il y aurait plein de carabes. Alors c'était en plus un technicien qui m'avait dit, pas toi, qui m'avait dit, pas de problème, vous semez votre soja, votre colza, il sera mangé par les limaces, mais vous n'avez qu'à ressemer. Donc j'ai ressemé une fois, ressemé 2 fois, et puis au bout de la 3e fois, j'ai arrêté de ressemer. C'est un coup de ensemence, un coup ensemoir. Et j'ai mis de l'anti-limace, je vous rassure, un l'anti-limace accepté en bio. Et ben voilà, j'ai eu mon colza. La 2e année, j'étais un peu traumatisée, donc là j'ai anticipé, j'ai mis de l'antilimace. La 3e, j'en ai mis un peu moins. La 4e année, j'ai oublié de mettre de l'antilimace parce que je voyais plus de pression. Et par hasard, je suis tombée sur le cycle du carabe, le fameux prédateur de la limace. Et le cycle du carabe, eh bien, il passe 3 ans dans le sol et il sort la 4e année. Donc ben voilà, il m'a fallu 4 ans pour que je ne mette quasiment plus jamais d'antilimace sur mes champs, sauf quand il y a ma petite luzerne qui sort. Et donc voilà un exemple. Donc c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation, mais c'est également un temps où si on n'est pas seul, ça permet de s'adapter tout en permanence à ce qu'on observe.
Je crois qu'il y a une question dans le Alors, public. oui, il y a plusieurs questions qui tournent autour des freins. Alors on l'a dit, incompatibilité du travail du sol avec certaines cultures légumières. Alors là, la personne signale les pommes de terre, la betterave et la carotte, donc peut-être à confirmer. Et puis par ailleurs, donc outre les limaces qui ont été citées, propagation des campagnols, c'est une question. Difficulté de contrôler le régras résistant en semis sous couvert avec un effet parapluie qui pourrait être pénalisant. Et puis enfin, une autre question sur les engins de récolte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de tassement lorsque la récolte se fait en conditions humides, qui pourrait être aussi un facteur, un frein, peut-être dans certaines régions? Alors sur les cultures légumières, pour commencer, Mathieu Marguerite peut-être? Alors sur les cultures légumières, oui, j'ai déjà dit, hein, il y a des freins qui subsistent. Après, le temps de retour de ces cultures légumières est assez long. Ça ne veut pas dire que le reste du temps de la rotation, il n'y a pas l'application d'une culture d'agriculture de conservation des sols qui va être possible. Et puis, il y a des travaux de recherche avec des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs qui travaillent là-dessus pour se rapprocher de l'agriculture de conservation des sols, enfin appliquer l'agriculture de conservation des sols sur la rotation quand on n'est pas sur des cultures qui posent problème et s'en rapprocher ou diminuer le travail du sol ou optimiser la couverture végétale avant la mise en place de ces cultures légumières. Alors Diane Mazur, je crois que vous êtes concernée sur votre exploitation, alors pas avec une culture légumière, mais avec du chanvre, hein, c'est ça? Donc aujourd'hui, le chanvre, c'est une culture qui aime les terres chaudes. Donc oui, je travaille superficiellement mon champ avant le chanvre parce que je n'ai pas trouvé de solution. Ça fait 10 ans que je suis en agriculture de conservation des sols. Donc l'année dernière, j'ai encore fait un essai en me disant, allez, ça va le faire en semi-direct après 10 ans. Eh bien non, mon chanvre n'a pas poussé. En plus, je voulais le faire avec un semi-couvert permanent. Donc j'ai pu récolter du lotier, mais pas du chanvre. Et donc il y a des impasses. Et après, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, on a une assise territoriale. Dans ma région, on a la possibilité sur ces terres superficielles de pouvoir faire du chanvre. Donc on ne peut pas se passer de certains débouchés. En revanche, mon approche du sol va faire que je vais complètement différemment mener ma culture par rapport à d'autres personnes qui font du chanvre. Je vais faire très attention à la profondeur. Je vais passer généralement, je travaille vraiment que 5 cm et le plus superficiellement possible. Et je sais qu'il y a des solutions qui peuvent exister. J'ai entendu parler d'un striptease végétal, donc c'est-à-dire semer de la févrole et puis ensuite ressemer exactement sur les mêmes lignes de semis le chanvre. Et j'ai très envie d'essayer. Bon, il faut que j'arrive à chercher, mais c'est vrai que il n'y aura que des points positifs à réussir à faire du chanvre en agriculture de conservation des sols. Sur l'effet parapluie, est-ce que quelqu'un veut apporter son retour? Alors, pas spécifiquement sur l'effet de parapluie, mais c'est vrai que sur la gestion des raigrats et vulpins, qu'on dit résistants à certaines familles de produits herbicides, je pense que ne pas aller vers l'ACS en disant je ne saurais pas régler les problèmes de raigrats et vulpins, aussi que le travail du sol ne le règle pas, autrement la majorité des agriculteurs ne seraient plus embêtés par ces graminées. Donc ça veut dire que le travail du sol ne résout pas non plus le problème. Et là où on a à travailler, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail à faire sur la rotation, à trouver encore des rotations qui permettent de gérer efficacement ces adventices. Et puis après, il y a aussi la connaissance sur les couverts végétaux qu'on a encore à améliorer, des couverts végétaux peut-être un peu plus étouffants que ce qu'on a aujourd'hui. Et alors je vous dis, c'est un petit peu ce que dit Diane, on voit que les évolutions viennent beaucoup des agriculteurs, parce qu'ils sont face à les gens qui sont en ACS. Quand ils ont une problématique, ils n'appellent pas leur technicien agricole en disant « je ne sais pas quoi faire, retrouve-moi une solution ». C'est eux-mêmes qui essayent de trouver la solution. Et je pense en particulier aux raigrats et vulpins. Moi, je connais des agriculteurs qui testent par exemple à mettre une autre graminée en culture avant en couvert végétal, par exemple un sorgho ou un moa. Et a priori, ces cultures-là diminuent énormément les levées de raigrats et vulpins à l'automne. Donc voilà, c'est des expériences d'agriculteurs qui disent « tiens, j'ai essayé ça, ça semble fonctionner ». L'année d'après, il y en a d'autres qui vont tester. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le progrès technique en agriculture de conservation des sols se fait beaucoup par des expériences d'agriculteurs. Un complément peut-être, Mathieu? Thierry a déjà très bien résumé les choses. La question du raigras, qui est une question résistant. Nous, on mène un essai dans le sud-est de la France, là, à Oraison,
une plateforme en agriculture de conservation des sols avec l'ensemble des 3 piliers qu'on a décrits tout à l'heure, c'est-à-dire aucun travail du sol, sur un historique avec du régras résistant. Donc c'était vraiment une problématique importante. Et aujourd'hui, la maîtrise du régras se fait vraiment par la combinaison de la rotation et de la chimie. C'est-à-dire qu'on va, dans la rotation, éviter par exemple la blé sur blé, parce qu'on a là du mal à gérer le régras, et on va utiliser en précédent de blé pendant à peu près 2 ans au moins, des cultures sur lesquelles on va pouvoir désherber efficacement le régras avec des matières actives dans lesquelles il n'y a pas de résistance. Donc par exemple des pois chiches, des colzas, des févroles, où on va pouvoir utiliser des molécules type kerme sur lesquelles on n'a pas de problématique de résistance. Et c'est vraiment et la rotation et l'utilisation de ces matières actives sur lesquelles il n'y a pas de phénomène de résistance qui nous permet de gérer durablement le régras. Ça suppose bien sûr d'avoir une diversité de cultures et d'avoir un environnement économique qui est capable d'accueillir cette diversité de cultures et qu'on puisse valoriser ces diversités de cultures. Et puis après, il peut y avoir d'autres leviers, hein. Par exemple ceux qui ont des luzernes ou des sainfoins dans leur rotation, des fauches successives aussi vont permettre d'aider à contrôler le problème. Donc c'est vraiment des combinaisons de leviers à mettre en œuvre au sein des exploitations. Donc il y a des itinéraires qui se créent chaque jour, des itinéraires techniques qui se créent chaque jour, hein, si je comprends bien, un peu partout en France en fonction des problématiques et des moments pour équilibrer et arriver à un système qui tient la route après ces années de transition compliquées, quoi. Anthony Quillet, sur votre exploitation, est-ce que vous avez eu des problématiques techniques de ce type-là, des infestations alors on parlait des limaces, mais il y a une question sur les campagnols. Est-ce que vous avez eu des sujets comme ça? Et si oui, comment ça se règle? Oui, bien sûr, on en a eu, hein. Les limaces, dans nos débuts, c'était un problème. Déjà, on connaissait même pas on savait pas ce que c'était que la limace. On l'a découvert avec la CS. Et puis, on a appris à connaître leur cycle, à apprendre ce que c'était cette bestiole. On a découvert aussi qu'il y avait des plantes qui étaient plus appétantes que d'autres. Et puis, en fait, on est des aventuriers, hein. Au tout début, on n'avait aucune expérience. Et nos expériences, on se les faisait tout seul. Après, par rapport, donc les limaces, ça s'est résolu avec le fil du temps. On a eu beaucoup moins de soucis après. Et la problématique régras, bien sûr, elle est arrivée sur mon exploitation depuis très très peu, depuis 2-3 ans. Avant, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors on expérimente aussi, tout à l'heure on parlait du régras, mais donc la double culture, c'est-à-dire 2 cultures de printemps pour casser le cycle du régras et revenir avec 2 cultures d'automne. Ça peut être aussi une autre solution. Est-ce que l'agriculture de conservation des sols est une évidence agronomique pour tous les contextes pédoclimatiques? Est-ce qu'on peut par exemple la mettre en œuvre dans des argiles hydromorphes du Marais Poitevin ou en Lorraine? Par exemple. Il y avait aussi une autre question, je rassemble, sur l'absence de froid dans certaines régions qui peut être un frein également, notamment pour la gestion des adventices. Thierry Guin, peut-être? Alors le Marais Poitevin, je connais un petit peu, je suis juste à côté. En fait, on peut faire de l'agriculture de conservation des sols dans toutes les régions et dans tous les types de sols. Après, c'est plus ou moins facile, il faut être clair, hein. Et quand on parlait de la période de transition, il y a des types de sols, type sablo-limoneux par exemple, avec un taux de matière organique assez correct, où très rapidement on peut faire la transition, c'est-à-dire qu'on obtient les avantages de l'ACS, hein, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, on les obtient en 3-4 ans. Et puis il y a d'autres types de sols, comme effectivement les argiles hydromorphes, mais dès qu'il y a des sols de toute façon avec excès d'eau, on peut être dans la difficulté tout simplement parce que quand il y a trop d'eau, la vie biologique des sols n'arrive pas à se mettre en place parce que les micro-organismes du sol, il leur faut de l'oxygène pour fonctionner correctement, autrement ça fait de la fermentation. Et du coup, un sol qui fermente ne vit pas correctement. Et du coup, c'est vrai que souvent, la première problématique dans ces sols un petit peu difficiles, c'est la gestion de l'eau, et en particulier la gestion de l'excès d'eau. Alors là, il peut y avoir du drainage qui peut se faire de façon artificielle, et puis il peut y avoir aussi d'autres expériences qui peuvent être faites avec du couvert permanent qui permet d'enlever les excès d'eau.
Et après, on a en particulier sur le Marais Poitevin des types d'argile qui sont obligés pour devenir un petit peu facilement, pour qu'on puisse semer facilement dedans et que la culture puisse se développer. Il faut que le soleil touche le sol. C'est-à-dire que l'impact du soleil, de la chaleur et des UV va faire un petit peu de la terre fine au niveau de l'argile. Et du coup, ça veut dire que si on a fait un couvert avant et qu'on détruit au dernier moment, par exemple avec de la févrole ou d'autres types de cultures qui sont montées à 1 mètre de haut, eh bien, ça va empêcher le sol de voir le soleil. Et là, on va avoir des difficultés parce qu'il ne va jamais sécher. Donc, il faut adapter en fait au contexte pédoclimatique dans lequel on est le système ACS. Et du coup, moi, quand je fais du conseil ou quand j'accompagne des agriculteurs, ce que je vais dire dans certains secteurs, je ne vais pas pouvoir dire la même chose ailleurs parce que ça ne sera pas valable. Et dans le cadre du Marais Poitevin, on passe à 5 km près. Ma réponse va être complètement différente. Diane Mazur, vous avez évoqué tout à l'heure un mentorat. Est-ce que la solution, elle n'est pas là-dedans ? Alors c'est un peu pour ça que je suis à l'APAD. Moi j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite un voisin qui ça faisait 20 ans qu'il faisait de l'agriculture de conservation des sols tout seul, tout le monde le critiquait, alors qu'il faisait très bien l'agriculture de conservation des sols. Et donc il était très content de nous rencontrer, il a même semé, il est venu suivre nos cultures et c'était fondamental. Jamais j'aurais pu commencer sans lui. Comme par hasard, dans les années qui ont suivi, il y a un groupe de la Chambre d'agriculture qui s'est développé en agriculture de conservation des sols tout autour de nous, avec une dizaine d'agriculteurs. Et en effet, c'est très important de pouvoir partager ces échecs. En fait, c'est vraiment un groupe qui était fermé et où on partageait nos échecs et nos réussites, et sans une totale transparence. Et ça, c'était fondamental. On avait une grande confiance sur tout ce qu'on fait, puisqu'on a bien dit que l'importance de l'expérimentation. Et comme on était tous à peu près dans les mêmes sols, avec les mêmes possibilités de culture, c'était vraiment un soutien. Alors, et puis, je m'intéressais à l'APAD depuis un certain nombre d'années, parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas dans ma région, mais je trouvais qu'ils faisaient des conférences qui avaient l'air pas mal, toujours un peu trop loin. Et bon, ce qui m'a intéressé à l'APAD, c'était qu'ils faisaient des journées européennes du patrimoine. Ils ouvraient les fermes sur le thème patrimoine, sol et biodiversité. Étonnamment, c'est ça qui m'a intéressé à l'APAD et qui m'a fait entrer. Et le petit groupe qui était à 2 heures de route, il s'intéressait à ce qu'on appelle les couverts permanents pluriannuels. C'est un peu une des solutions pour éviter les herbicides, c'est d'avoir une couverture permanente tout le temps, qu'on va garder culture après culture. Alors c'est extrêmement compliqué à gérer. Et je trouvais que c'était encore plus technique et être sur un nouveau niveau en groupe, ça m'a permis de voir cette fois-ci un peu l'agriculture de conservation des sols dans des terrains très différents et puis de rencontrer d'autres agriculteurs en agriculture de conservation des sols qui sont toujours passionnés et passionnants. Et c'est vrai que en effet, on s'adapte chacun, mais on a les mêmes principes et surtout on a les mêmes convictions voilà, faire de l'agriculture de conservation des sols, ça nous permet aussi d'avoir plus de temps, puisqu'on passe moins de temps sur nos exploitations à travailler le sol et à permettre de le partager avec vous aujourd'hui. Anthony Quillet, ce regard avec le partage avec les voisins, pour vous et pour votre papa qui a commencé seul également. C'est primordial. Moi, mon papa, il a démarré seul. On n'a fait que de le critiquer, en fait. Mais c'est quelqu'un, enfin, même dans la famille, on est un petit peu, avant-gardiste. On aime bien essayer ce que les autres font pas. Puis le regard des autres, ça nous passe un peu au-dessus. Donc on a cette chance-là. Mais c'est sûr que c'était compliqué quand vous êtes face à certains problèmes. En plus, mon père, lui, il aime bien les essais, mais plutôt grandeur-échelle. C'est-à-dire, on fait la ferme ou on ne fait pas. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais grosso modo, on laisse un petit témoin comme on faisait avant, et puis on fait toute la ferme en essai. Donc il a pris beaucoup de risques, et il a rencontré un ingénieur agronome français qui l'a beaucoup aidé, et heureusement, parce que je sais pas si on n'aurait pas fait marche en arrière. Mais le fait de rentrer dans un réseau, c'est très très important. On est bien plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et puis d'aller rencontrer des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du recul, du vécu avant de démarrer, c'est important aussi. Parce que les années suivantes ne se ressemblent pas. Le changement climatique, on a modifié aussi des choses sur l'exploitation, des petites choses sur notre fonctionnement de l'exploitation, de l'ACS. Mais ça, c'est l'expérience qui le fait. Donc il faut absolument... Et puis l'accompagnement aussi, essayer de démarrer à plusieurs, ça peut aussi économiquement s'entraider sur la main-d'œuvre, le tracteur, le semoir, les choses comme ça aussi.
être aventurier, expérimenter, vouloir changer, ok, il faut se rémunérer à la fin du mois, à la fin de l'année. Le risque économique, il est potentiellement réel. Comment on le gère, ça? Oui, il y a un risque économique, mais on fait tellement de bénéfices sur d'autres postes, d'économies sur d'autres postes, que finalement on arrive un peu à équilibrer. Diane Mazur, le même avis sur le risque économique? C'est vrai que les gens pensent qu'on prend un risque. On prend un risque parce qu'en effet, on met parfois notre revenu en péril parce qu'on essaye quelque chose de nouveau. Mais finalement, je réfléchissais à ça en venant jusqu'ici. J'ai jamais eu Alors on a des cultures qui marchent peut-être moins bien certaines années, mais comme on a une grande diversité culturelle, eh bien ça va être sur d'autres cultures qu'on va se rattraper. Et finalement, je me rappelle que mon comptable tout au début m'a dit « Ah, je trouve que votre chiffre d'affaires, il diminue un peu, mais votre marge brute augmente nettement. » Et c'est bien ça qui est important. Ce qui est important, c'est la marge brute finale, c'est-à-dire qu'on va mettre tellement moins de gazole, moins d'intrants, libérer du temps malgré tout aussi, que finalement, j'ai pas pris de risque économique. Les risques économiques, enfin, je veux dire, on en prend des risques, parce qu'il faut bien qu'on vive notre métier. On est passionné par notre métier, mais on essaye de les mesurer quand même. Thierry Gain, sur le risque économique et notamment sur cette phase de transition, on a bien compris que c'était le moment un petit peu complexe techniquement. Alors, moi, je suis mal positionné par rapport à l'engagement financier et économique. Moi, ce que je dis toujours aux agriculteurs, c'est que la priorité, c'est quand même quand on change de système, on l'a dit, c'est un changement qui va être intellectuel, qui va être sur le social, parce que on va avoir des relations avec ses voisins qui vont peut-être être un petit peu différentes, des changements techniques. Et bien, la première chose qu'il faut faire, c'est se former. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers de l'agriculture de conservation des sols un matin comme ça en se disant tiens, je vais changer. Et quand on parle de formation, c'est de la formation continue que chaque agriculteur connaît, mais aller rencontrer un autre agriculteur qui fait de l'ACS, c'est aussi de la formation. Et moi aujourd'hui, dans ce que je vois, c'est que tous les gens qui prennent du temps pour se former, pour comprendre le système, de l'observation, etc., ils ne reviennent pas en arrière parce qu'ils ont compris. Et économiquement, on l'a dit, à partir du moment où on a pris la décision et qu'on va vraiment vers de l'ACS, il y aura potentiellement des échecs comme il y en a dans tous les systèmes, mais qu'on a un système qui est relativement résilient et qui est économiquement assez économe. Donc en fait, les gens, ils prennent plus de risques, mais il y a cette économie qui arrive, comme l'a dit Diane, sur du gasoil, sur des tracteurs qui seront peut-être moins puissants que le voisin parce qu'il n'y a pas à tirer une charrue, etc. Mais moi j'insiste beaucoup quand je fais des formations initiales en disant, on va étudier votre comptabilité et on va voir où est-ce que vous allez gagner de l'argent et où est-ce que vous allez peut-être en perdre. Et puis après, on fait le parallèle. Merci. Je crois qu'il y a une question du public. Oui, alors c'est une question un petit peu antérieure, mais qui reboucle avec cette discussion sur l'économie. Quel niveau de réduction en matière de fertilisation on peut espérer? Alors sur mon exploitation, aujourd'hui, on est passé de 1,8% de matière organique dans ma zone irriguée à 6%. Et j'estime qu'on est à 40 unités de moins. Du maïs à 12 tonnes à peu près. Si on fait 11-12 tonnes de maïs, on met 140-150 unités. Et encore, je pense qu'on en met encore de trop. Diane Mazur. Alors moi, ça fait que 10 ans que je fais de l'ACS par rapport à vous. Donc je pense que ma réduction d'azote, elle viendra par des couverts bien réussis, des couverts en légumineuses bien réussis. Alors moi, ça me fait que diminuer de 40 unités ma fertilisation derrière. En revanche, mon taux de matière organique, je le vois bien qui augmente. Alors j'ai deux comportements. Un comportement en limon, où il est passé de 2,3 à 3, mais j'ai encore de la marge. Et en argilo-calcaire, il est passé de 4 à 6. Et pour les terres limoneuses, c'est assez amusant. C'est que c'était une problématique pour mon beau-père, le limon bâton. Alors que pour nous, les terres limoneuses aujourd'hui sont dans les terres les plus faciles à travailler. Mathieu Marguerite sur cette question et peut-être plus largement sur la capacité aussi à booster cette matière organique, à lui apporter davantage pour réduire ce poste de fertilisation. Alors la question de la réduction ou pas de la fertilisation, enfin du niveau de fertilisation en agriculture de conservation des sols, c'est encore pareil. Ça faut le voir aussi à l'échelle système. Généralement, on introduit des légumineuses dans le système, dans la rotation, qui font que là, sur ces légumineuses, on fait des économies en termes de fertilisation azotée. Donc c'est vrai que globalement, on peut avoir une tendance dans le système à
aller vers une diminution des engrais azotés. Après, on a un réseau d'essais au niveau d'Arvalis avec plein de partenaires dont la PAD pour regarder les questions de la fertilisation en agriculture de conservation des sols. Quels sont les optimums de fertilisation? Est-ce qu'il y a besoin d'une adaptation de pratiques par rapport aux pratiques conventionnelles? Alors on a pour le moment un an de recul, mais voilà, les premières conclusions qu'on a, alors qui sont à amplifier, à modérer, parce que c'est qu'un an de recul et c'est donc une saison climatique, etc., c'est qu'il y a une vigilance peut-être à avoir sur le talage, où on a des risques peut-être accrus de carence azotée au talage, mais qu'après, voilà, globalement, les raisonnements de fertilisation conventionnelle ne seront pas forcément complètement changés, avec une vigilance au démarrage et sur des apports précoces, où on peut avoir, on observe dans certaines situations un petit peu des risques accrus de fin d'azote. Je me tourne vers nos agriculteurs à nouveau. Est-ce que au démarrage, d'un système qu'on peut imaginer dégradé, l'apport de matière organique s'est fait uniquement par la couverture des sols et le non-travail, ou est-ce que vous avez pu apporter par exemple des effluents et si oui, comment fait-on lorsqu'on n'est pas dans une zone d'élevage ou en exploitation de polyculture élevage? Anthony Quillet peut-être en premier, puis Diane Mazur en prêt. Donc nous, sur l'exploitation, on a toujours cherché à avoir de l'effluent. Donc on est dans une zone, dans les années 80, il y avait des champignonnières. Donc on essayait on récupérait le fumier de champignons. Ensuite, ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on épand des boules de station, pasteurisées, hygiénisées. Et aujourd'hui, on a mis je le mélange avec du compost de déchets verts en fait. Donc j'ai proposé ça à la communauté de communes de collecter tout le déchet vert des particuliers et puis qu'il soit épandu sur place localement. Donc ça, c'est pour faire du circuit court, ça a beaucoup plu aux élus. Et donc ils ont eu des subventions européennes, ils ont fait une plateforme, ça a bien marché. Donc ça, c'est voilà. Donc aujourd'hui, même j'ai étendu mon plan d'épandage à d'autres agriculteurs voisins parce que je suis plutôt, j'arrive à des niveaux qui commencent à être assez élevés et j'essaye, je les mets chez mes voisins pour redresser leur niveau de fertilité. Mais la matière organique, c'est indéniable, c'est hyper important dans le système. Plus il y a de matière organique, moins il y aura de soucis, moins de soucis agronomiques. L'infiltration d'eau, la battance, il n'y en a plus, l'eau s'infiltre mieux. Diane Mazur, sur cette question, est-ce que vous, c'est pareil, vous êtes dans une région où il y a moins d'élevage que dans d'autres, on va dire? Alors, je vais prendre de la graine et je vais bien écouter tout ce qu'a dit Anthony, parce que nous, on ne fait pas d'épandage et on se dit qu'on en a besoin. Et il faut absolument que je mette le système en place parce que la matière organique, c'est essentiel. On est bien d'accord. Et c'est vrai que quand on a abîmé nos sols et qu'on est en manque de matière organique, je me suis interdit d'enlever les pailles. Obligation de restituer toutes les pailles, tous les couverts, plus la matière organique. Et c'est vrai que c'est ce qui a permis aussi d'accélérer et d'améliorer nos sols assez rapidement. À vous écouter, on a entendu la nécessité d'observer beaucoup, d'être conseillé beaucoup, d'échanger beaucoup, et on a aussi entendu ce sentiment d'être un petit peu mis à part, regarder, observer, pas toujours avec bienveillance. C'est un sentiment qui reste vivant, vivace, c'est dur à vivre ou pas? Non, c'est chouette, hein, vous êtes tous là en train de nous écouter. Non, la question c'est plus après, c'est sur le métier de l'agriculteur, mais ici il n'y a pas de problème. C'est savoir reconnaître les fonctions fondamentales de l'agriculture, aussi bien en tant que production, en tant que stockage de carbone dans les sols. Et non, il n'y a pas de problème au quotidien. Avant, on était plutôt regardés bizarrement et un peu mis à l'écart. Puis aujourd'hui, ces mêmes gens-là, ils viennent à la maison et puis ils aimeraient bien être à notre place. Alors, Thierry Guin, sur la dynamique, on va dire, sur la dynamique globale de l'agriculture de conservation en France?
Oui, je mets un petit bémol quand même à ce que dit Anthony et Diane. C'est vrai que le regard du voisinage reste vraiment quelque chose d'important. Pour donner un exemple, hein, moi j'ai récemment là dans une CUMA, un agriculteur est parti en agriculture de conservation des sols et ils lui ont demandé quand il utilisait un matériel de payer le matériel au moment où il l'utilisait et pas faire comme les autres payer à la fin parce qu'il disait de toute façon tu vas faire faillite dans ce système-là. Et du coup, ça montre qu'il peut y avoir une pression quand même familiale. Diane en a parlé un petit peu tout à l'heure avec ses beaux-parents, mais aussi de l'environnement agricole qui est existant. Et je pense qu'il faut, moi je dis, il faut surtout pas le négliger, surtout en plus quand on a des associés dans les GAEC ou RL, quand il y en a un qui s'occupe par exemple de l'élevage et puis l'autre des cultures, celui qui fait des cultures, si jamais il fait pas suffisamment de rendement ou qu'il n'y a pas des cultures qui fonctionnent pas, celui qui s'occupe des vaches, il faut bien leur donner à manger. Et on peut avoir des tensions dans des GAEC à cause de ça. Donc moi je dis toujours, il vaut mieux que les deux se forment, même si celui qui est en élevage dit c'est pas mon parti, c'est la culture, mais c'est important au moins qu'on puisse les rencontrer tous les deux ou tous les trois, suivant le nombre, parce qu'il faut qu'ils soient à peu près d'accord entre eux, parce qu'autrement, ça serait dommage que le fait de passer à l'agriculture de conservation des sols mette de la tension, aussi bien avec le voisinage qu'avec ses associés. En deux mots, en mots de la fin, d'abord Thierry Guin, puis Mathieu Marguery, si vous deviez donner 3 conseils, allons-y pour 4, mais rapidement, à un agriculteur qui envisage ça serait lesquels? Alors, on en a, je pense, un petit peu parlé. Hein. La première chose, je crois, c'est d'être curieux et d'aller voir d'autres agriculteurs qui pratiquent pour voir si on est à l'aise. Il y a des agriculteurs qui ne seront pas à l'aise avec ce système-là. Des gens qui veulent très sécuriser, etc. Peut-être que ça va les déstabiliser. Donc, allez voir d'autres personnes pour dire est-ce que c'est un système qui peut me convenir ? Donc allez voir, ensuite se former, j'en ai parlé un petit peu, et la formation, même si on ne va pas jusqu'à l'agriculture de conservation des sols, c'est toujours bon, se former sur les couverts végétaux, se former sur les associations de culture, etc. C'est toujours quelque chose qui est positif. Et puis la troisième chose, c'est faire partie de la PAD tout simplement, hein, de venir à la PAD, de cotiser et de voir un petit peu tout ce qu'on y fait. C'est un réseau où tous les agriculteurs sont très sympathiques, osent exprimer ce que... Diane en a parlé, et je crois que ce n'est pas innocent. Moi, j'ai fait partie de pas mal de réseaux d'agriculteurs. Ce qui marque vraiment à la PAD, c'est qu'aucun agriculteur ne cache ses difficultés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en vérité dans leurs explications. Et je crois que ça, c'est important parce que quand on est face à une difficulté, on ose l'exprimer au groupe et on trouve des solutions en commun. Mathieu Marguery, le mot de la fin, le tout dernier. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Thierry. Hein. S'entourer, c'est extrêmement important parce que c'est une agriculture qui rebat pas mal les cartes. Et puis, être dans un environnement où on se sent à l'aise pour échanger avec les agriculteurs. C'est important de ne pas être seul, mais comme dans tous les types finalement d'agriculture, et en particulier dans des agricultures un peu en rupture, comme peut l'être l'ACS. Bien dans ses bottes, avec des bonnes lunettes, Diane Mazur. Ouais, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'on se rend compte qu'il faut des périodes de transition, qu'il faut réussir nos couverts, plus on réussit nos couverts, plus on peut avoir de matière organique. Et aujourd'hui, avec le changement climatique qu'on subit au quotidien, on est presque en retard. Je veux dire, pour tous les agriculteurs qui écoutent, vous êtes déjà en retard. Il faut la transition, ça met du temps et il faut changer aujourd'hui parce que ça sera de plus en plus difficile de passer cette phase de transition. Je vous remercie tous les 4 de nous avoir éclairés.